Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur pour moi de parler devant vous aujourd'hui. Et je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas pouvoir rester pour les tables rondes qui s'annoncent extrêmement intéressantes. Mais j'avais d'autres obligations, donc je vais être obligé de partir après mon exposé. Je voudrais peut-être repartir un peu en amont pour essayer de comprendre pourquoi on fait de l'asset management socialement responsable. Ça va vous paraître complètement évident. Ça ne l'est pas si vous réfléchissez un peu à la construction de notre société. Les économies de marché qui maintenant dominent le monde entier sont basées depuis 2 siècles sur la dualité entre l'État et le marché. Depuis Adam Smith, on sait que la main invisible du marché peut avoir de très bons effets en confrontant l'offre et la demande pour l'allocation des ressources. Mais par ailleurs, on sait aussi que le marché a un certain nombre de défaillances. Ces défaillances sont bien connues. C'est par exemple les externalités, la pollution, ça peut être les biens publics, la non-fourniture de biens publics, ça peut être les internalités, qui est un mot qui simplement dit qu'on peut, et là je touche à l'économie comportementale, on ne défend pas toujours son propre intérêt, on ne poursuit pas toujours son propre intérêt. Il y a la puissance, le pouvoir de marché, évidemment, et c'est pour ça qu'on a du droit de la concurrence, c'est pour ça qu'on a de la régulation. Il y a des problèmes d'information, ça comprend d'ailleurs la réglementation supervision prudentielle, et puis il y a les problèmes de mutualisation des risques qui parfois n'est pas optimale, et puis même d'inégalité, parce que même l'inégalité, on peut le voir comme étant une défaillance de marché. Mais l'idée générale, c'est que l'État intervient pour corriger ces défaillances de marché et donner les bons signaux aux acteurs économiques. Et à partir du moment où ces acteurs économiques ont les bons signaux, ils peuvent après se comporter dans leurs intérêts propres. Et donc, on peut se poser un peu la question, pour tous ceux d'entre nous qui sommes convaincus que l'asset management, et pas seulement d'ailleurs l'asset management, les comportements humains doivent être socialement responsables plus généralement, pourquoi avons-nous cette contrainte? D'une certaine manière, il faut que l'État lui-même soit un petit peu défaillant, il faut bien le dire. C'est justement parce que l'État ne joue pas forcément son rôle qu'il faut que nous, acteurs économiques, que nous soyons investisseurs, consommateurs, salariés, nous nous comportions de façon socialement responsable. Alors, on sait tous pourquoi l'État parfois peut être défaillant, il peut être capturé par les lobbies, il peut vouloir surfer sur les préjugés de l'électorat, il peut en profiter de leur ignorance parfois, et puis il ne peut pas tout faire. Après tout, il y a 200 pays dans le monde, donc un État lui-même, dans un certain nombre de domaines, comme le climat, comme la fiscalité, comme le travail des enfants, etc., ne peut pas tout faire, puisqu'il y a évidemment beaucoup d'autres pays qui peuvent mal se comporter. Et puis, l'État ne peut pas policer, ne peut pas s'occuper de tout, de façon générale. Alors, comme illustration, l'illustration principale a déjà été citée, c'est le réchauffement climatique, où c'est assez typique d'une défaillance de l'État, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on sait très bien que quand il y a des externalités environnementales, c'est-à-dire que quand une entreprise pollue en produisant par exemple à partir du charbon, il faudrait que l'État intervienne pour tarifer cette externalité avec un prix carbone qui soit suffisamment élevé pour dissuader au moins ceux qui peuvent changer leur mode de production. Cependant, ça n'arrive pas, et ça n'arrive pas parce que d'abord il y a un problème de passagers clandestins, de free riding entre les pays. Je vous rappelle qu'il y a 200 pays et donc automatiquement chaque pays voudrait que ce soit les autres pays qui fassent l'effort. Et puis il y a aussi, il faut bien le dire, un problème d'égoïsme vis-à-vis des générations futures. Nous nous comportons de façon extrêmement égoïste vis-à-vis des générations futures. Et si vous prenez la COP 21 à Paris, qui a été annoncée être un grand succès, moi, ce n'était pas exactement mon opinion. Très honnêtement, je ne sais pas si j'aurais mieux fait, c'était très compliqué. Mais si vous regardez l'objectif, le diagnostic, il est bon, il est très bon. C'est-à-dire il faut faire un effort considérable. Il faut aussi avoir un green fund, un fonds vert, pour compenser les pays en voie de développement, les pays pauvres. Mais si vous regardez un peu ce diagnostic, c'était un peu celui qui était à Rio en 1992. Et donc on n'a pas beaucoup progressé depuis Rio 1992. Et on a même abandonné l'idée de la tarification du carbone. Parce que si on voulait que l'Arabie saoudite ou le Venezuela signent l'accord, il fallait évidemment complètement oublier cette tarification du carbone, qui est la seule façon qui nous permettra d'arriver finalement au but final, de contenir le réchauffement climatique. Et on s'est contenté un peu de promesses un peu vagues, non contraignantes, y compris d'ailleurs dans le fonds de soutien aux pays pauvres, puisque c'est une promesse collective, et on sait très bien que les promesses collectives n'engagent que
que ceux qui y croient. Il faut des promesses individuelles, vraiment, pour que ça ait de l'efficacité. Alors maintenant, ça ne va pas durer. À un moment ou à un autre, on va se réveiller. Enfin, j'espère qu'on va se réveiller à un moment ou à un autre, et que là, on va vraiment accepter de dépenser de l'argent pour, effectivement, de façon considérable, hein, ce n'est pas simplement des petites actions, de dépenser de l'argent de façon considérable pour vraiment contenir le problème du réchauffement climatique. Mais il y a un gros problème de quand ça va arriver. Mais le jour où ça va arriver, évidemment, ça va être assez violent parce qu'il va falloir monter le prix du carbone de façon spectaculaire. Les estimations disent qu'il faudra un prix du carbone de 50 €, qui monte à 100, puis 200, etc. Mais ça va être beaucoup plus élevé que ça le jour où il faudra réagir le dos au mur. Et ça sera encore pire s'il y a finalement du command and control qui s'instaure au niveau de la régulation à la place d'avoir un prix carbone. Et donc, à ce moment-là, il y aura un choc macroéconomique très fort que nos entreprises et les entreprises du monde entier vont subir. Et ça va être un choc macroéconomique. Et si vous pensez par exemple à un fonds qui est décarboné, c'est un fonds qui, au-delà de tout ce qui est investissement socialement responsable, déjà en lui-même a un bêta qui sera faible ou même négatif, parce qu'évidemment, il ne sera pas corrélé, il ne marchera très bien le jour, effectivement, où on se réveillera. Mais tant qu'on ne se réveille pas, évidemment, il va sous-performer. C'est un peu ce qui s'est passé depuis la crise financière, et même après la COP21, parce qu'on n'a pas vu vous connaissez le sujet beaucoup mieux que moi, je ne vais pas trop me lancer là-dessus, mais il ne me semble pas qu'on ait vu, après la COP21, que les marchés financiers croyaient vraiment que la COP21 allait changer les choses de façon drastique. Alors, qu'est-ce que c'est que la responsabilité sociale et indirectement, évidemment, l'asset management socialement responsable? C'est un peu une phrase fourre-tout, on le sait très bien. Et on peut se poser la question, est-ce que vraiment il y a un cas économique pour ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on a une situation de win-win? C'est-à-dire qu'en étant socialement responsable, les investissements vont être plus rentables, ou est-ce qu'au contraire, c'est un sacrifice du profit, c'est-à-dire qu'on accepte de sacrifier du profit afin de se comporter mieux? Et dans un article que j'avais écrit il y a 7 ans avec Roland Benabou, qui est un chercheur à Princeton et qui est au Collège de France cette année, on avait parlé un petit peu des 3 notions du comportement socialement responsable. Ce comportement socialement responsable, d'abord, c'est une vision de long terme. C'est-à-dire que la première fois que j'avais vu cette notion de win-win, j'avais un peu souri. Je m'étais dit, quand même, qu'il serait assez stupide pour diminuer sa rentabilité et puis faire des choses horribles par ailleurs. Ça n'a pas de sens. Ou alors donc, une façon un peu plus intéressante de voir les choses, c'est une vision durable de l'entreprise. Et c'est vrai que dans un certain nombre de domaines, que ce soit environnemental, financier ou autre, on voit très bien que parfois, il y a une vision court-termiste de la part du management qui fait que, en fait, on ne maximise pas ce qu'en économie on appelle le profit intertemporel. C'est-à-dire, ce qui compte pour un économiste, ce n'est pas le profit de court terme, c'est le profit d'une certaine manière à long terme, intertemporel, actualisé. Et donc, on a des comportements, que ce soit des comportements on ne fait pas de maintenance, par exemple, pour des pétroliers, ou alors on prend des risques inconsidérés en finance ou autre chose. On a des comportements qui sont très court-termistes de la part du management de certaines entreprises. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ça a un lien avec la responsabilité sociale de l'entreprise? Tout simplement parce que souvent ces risques mettent en danger le bien-être d'un certain nombre de stakeholders, c'est-à-dire que de parties prenantes. Par exemple, si vous polluez, vous allez polluer les côtes, vous allez, comme en général la société va faire faillite, il faudra que l'État paye pour la dépollution. Si une banque fait faillite, il y aura le coût du bail-out de la banque. Vous allez avoir comme des coûts sociaux, je ne parle pas des salariés qui seront licenciés, qui perdront leur emploi, des communautés locales qui vont être en dépression économique et autres. Et donc, on a une espèce de corrélation finalement entre une entreprise qui se comporte bien à long terme, c'est-à-dire qui en fait maximise le profit intertemporel au lieu de maximiser le profit à court terme, et d'autre part un comportement socialement responsable. Et c'est vraiment la notion d'économie durable, d'entreprise durable, qu'il faut évidemment encourager.
Ce n'est pas incompatible avec la maximisation du profit, et au contraire, d'une certaine manière, l'économiste va dire non, là on est en train de maximiser le vrai profit, c'est-à-dire le profit de long terme et non pas le profit de court terme. Alors, ça a des implications évidemment pour l'asset management socialement responsable. Ça peut dire par exemple qu'il faut aussi parfois siéger, exprimer une voix, dans la célèbre distinction d'Hirschman entre voice and exit, exercer une voix dans la gouvernance et parfois dire non, non, écoutez, ça ne va pas, les incitations de la direction par exemple sont trop orientées vers le court terme. Bon, parfois c'est le régulateur qui impose ça aussi. Et plus généralement, faire attention que, effectivement, le côté socialement responsable, le côté long terme, soit mis en emphase dans l'entreprise. Donc il y a un côté un petit peu entreprise durable, et ça, je pense que c'est un côté très important. Deuxième notion, c'est la notion qu'on appelle philanthropie déléguée, c'est-à-dire que l'entreprise fait de la philanthropie, mais de la part des parties prenantes. Alors, je vous donne des exemples. C'est par exemple un investisseur est prêt à perdre un petit peu de rendement pour investir dans des sociétés socialement responsables. De même, si vous êtes prêt à payer quelques centimes de plus ou dizaines de centimes de plus pour que votre café soit en fait du café de commerce équitable. Il y a beaucoup d'employés des ONG qui sacrifient un peu de salaire pour travailler dans une entreprise dont ils sont fiers. Alors, ce que fait, de nouveau, c'est totalement compatible avec la maximisation du profit, puisque en fait, ce que fait l'entreprise, si vous pensez à Starbucks, par exemple, quand Starbucks fait du café de commerce équitable, évidemment, il va faire payer ça à ses consommateurs. Donc, c'est une maximisation du profit. Simplement, on offre un produit au consommateur, à l'investisseur, aux salariés, qui correspondent un peu à sa demande. Et d'ailleurs, il y a de l'évidence empirique que ça peut aller dans ce sens-là. Je ne vais peut-être pas avoir le temps d'en parler, mais c'est assez important. Troisième vision, et celle-là, cette vision n'est pas compatible avec la maximisation du profit, c'est vraiment de la philanthropie pure. C'est-à-dire qu'on prend de l'argent de l'entreprise pour des causes qu'on juge désirables. Et c'est une vision un peu plus controversée, à la fois à droite comme à gauche. Je vous rappelle que Milton Friedman, en 1970, a écrit un article célèbre dans lequel il disait qu'il fallait faire de la philanthropie avec son propre argent et pas celui de l'entreprise. Donc à droite, il y avait une hostilité assez forte qui venait du rôle du management dans l'entreprise. Et à gauche, Robert Reich, qui était le secrétaire d'État au travail de Bill Clinton, avait dit que ce n'est pas aux entreprises de se substituer à l'État. Donc il y avait un peu ces visions-là. Ceci dit, on a quand même des bonnes raisons, étant donné qu'il y a des défaillances de l'État, à comprendre que l'entreprise veuille faire ça pour des bonnes causes. Mais il faut faire évidemment attention que ça ne clash pas trop avec une bonne gouvernance de l'entreprise. Alors, je voudrais m'attarder finalement sur quelques défis auxquels fait face l'investissement socialement responsable. Alors, nous sommes tous prêts, évidemment, à faire un effort pour faire des choses que nous souhaitons souhaitables pour la société. Nous nous substituons, encore une fois, un petit peu à l'État, bien sûr. Disons, l'État ne joue pas son rôle, et donc, puisque l'État ne joue pas son rôle, je ne vais pas investir dans les sociétés qui produisent l'électricité à partir de charbon, etc., etc. Si l'État tarifait le carbone à un prix raisonnable, suffisamment élevé, le comportement sera légèrement différent, bien sûr, parce que là, on se sentirait moins une responsabilité d'intervenir nous-mêmes. Et nous sommes tous prêts à faire un effort. La question, c'est est-ce que cet effort sera suffisant? C'est-à-dire qu'on est tous prêts, comme je le disais, à payer quelques centimes de plus ou quelques dizaines de centimes de plus pour un café de commerce équitable. Si ça double le prix du café, est-ce qu'on est encore prêt à payer? De même, tout le monde est prêt à perdre un peu de rendement. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont prêts à perdre un petit peu de rendement sur leur investissement socialement responsable, à condition que ce soit à des fins utiles. Mais est-ce qu'ils sont prêts à perdre beaucoup de rendement? Ça, on ne le sait pas trop. Et ça va être une des questions intéressantes d'un point de vue empirique, et je pense qu'il faut des recherches en économie. Je pense qu'il y a trop peu de recherches en économie sur l'investissement socialement responsable. Malheureusement, j'espère que, effectivement,
l'évolution de notre domaine va faire en sorte que de plus en plus de gens vont s'y intéresser. J'étais à Zurich la semaine dernière et il y avait une conférence du Swiss Finance Institute et il y avait effectivement des papiers sur l'investissement socialement responsable et c'est une très bonne nouvelle qui trouvait en particulier que les entreprises financières, les institutions financières qui sont plus orientées vers le long terme ont aussi des indicateurs ESG plus favorables. Donc il y a au moins une corrélation entre les deux qui est tout à fait intéressante de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer jusqu'ici, l'investissement socialement responsable était un petit peu marginal, il faut bien le dire. Donc, ce qui va se passer, c'est que, et je l'espère, qu'il va devenir de plus en plus important. Comme je vous l'ai dit, je suis assez pessimiste dans un certain nombre de domaines sur la capacité des États à faire ce qu'il faut, y compris dans le domaine du carbone. Et donc, il est très important que l'investissement socialement responsable, comme d'ailleurs les autres comportements socialement responsables, se développe. Alors, quand il se développe au début, de toute façon, il n'y aura pas trop de perte de profit. Les études sont assez compliquées sur ce sujet, mais il n'y a pas de raison à la marge que vous ayez à sacrifier beaucoup de rendement si il y a une petite minorité de gens qui investissent de façon socialement responsable. Prenez un parc d'électricité, par exemple. Bon, il y a de l'hydraulique, il y a des technologies vertes, il y a des renewables, et puis il y a aussi du charbon et d'autres sources polluantes. Donc on peut toujours se concentrer sur des choses qui sont vertes sans trop perdre de rendement. Mais au fur et à mesure que ça se développe, dans ce cas-là, on aura un effet. On aura un effet et ça va être tout à fait intéressant. Et il faudra que, d'une certaine manière, l'investissement socialement responsable ne va servir à rien à court terme, mais va servir à quelque chose à long terme. Et c'est ça qui est très intéressant à comprendre. C'est-à-dire qu'à court terme, votre parc de production d'électricité est à peu près fixe. Donc, ce que vous faites quand vous investissez dans l'électricité verte, vous augmentez le profit finalement de ceux qui ont l'hydraulique, par exemple, ou des renouvelables. Et donc, il y a un effet d'aubaine un peu pour cela. Et vous ne changez pas grand-chose sur la pollution globale. Mais à terme, vous allez avoir un effet très important. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'à terme, vous allez encourager les entreprises d'électricité à investir plus dans des sources d'électricité propres. Et donc, c'est un petit peu la logique de tout ça. Mais on ne sait pratiquement rien empiriquement sur qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire comment les rendements vont changer en fonction de l'évolution et de la popularité de l'investissement socialement responsable. Ça dépendra aussi un petit peu de savoir si les investisseurs, quel est leur raisonnement? Est-ce qu'ils vont penser qu'ils font une différence d'une certaine manière? Alors, c'est vrai que les économistes de ce côté-là ont un petit peu des mauvaises nouvelles, malheureusement. Vous savez que le problème, ce qu'on appelle le problème des fuites, est un problème important. C'est-à-dire que si un pays fait des efforts pour le climat, souvent ce qui se passe, c'est que la production va dans d'autres pays, le prix du pétrole va diminuer, augmenter la consommation d'autres pays, etc., etc. Donc on a le problème du leakage, on appelle ça leakage en anglais, qui fait que parfois on fait des actions qui sont très bonnes, mais qui n'ont pas un effet fantastique. Alors je voudrais terminer par un dernier point, et je vois que je terminerai à peu près à l'heure, c'est l'information. Et ça me paraît un point fondamental, et je sais qu'un certain nombre d'entre vous dans la salle y avaient réfléchi beaucoup plus que moi. Et encore une fois, j'aimerais bien pouvoir rester pour la suite des débats, parce que j'apprendrai beaucoup de ce côté-là. Mais le problème d'information est crucial. C'est-à-dire qu'il faut que les investisseurs, d'ailleurs comme les salariés, comme les consommateurs qui veulent se comporter de façon responsable, aient la bonne information sur ce que fait l'entreprise. Alors pour ça, bien entendu, on a des agences de notation qui sont là pour apporter les faits. Mais il y a aussi des défis aussi pour ces agences de notation. D'abord, c'est l'agrégation, et on le voit très bien. Je parlais de Starbucks tout à l'heure. On voit une entreprise qui fait des efforts pour acheter du café équitable, et puis à côté, qui va faire de l'optimisation fiscale. Comment vous agrégez les deux? Vous avez une entreprise qui va faire quelque chose qui va aller contre l'environnement, mais qui en échange va offrir de construire des écoles.
comment vous agrégez les deux, donc c'est un point important. Est-ce que vous voulez travailler en performance relative ou absolue? Il n'y a qu'une entreprise pétrolière qui fait beaucoup d'efforts pour être plus propre. Est-ce que vous l'avez dans votre portefeuille ou pas? Donc il y a le côté relative versus absolute performance. Et puis il y a aussi un point fondamental qui est que la responsabilité sociale, c'est une solution fondamentalement décentralisée. C'est une solution démocratique. C'est les citoyens, les investisseurs, les consommateurs, les salariés qui s'en emparent. Ce n'est pas l'État, par définition. Par définition, c'est d'aller au-delà des obligations légales. Et donc, c'est un processus démocratique avec tous les avantages et tous les inconvénients de la démocratie. Et donc, il y a le problème de comment les messages seront perçus par les électeurs. On sait très bien que dans d'autres domaines, les consommateurs, les investisseurs, les salariés, mais comme dans le cas des électeurs, il y a la question de la compréhension des choses. Et donc, c'est un petit peu un sujet. On sait très bien que les jugements des électeurs, puisque j'en reviens aux électeurs, sont très influencés par un certain nombre de choses, le framing, la façon dont on présente les choses, puisqu'aujourd'hui, très récemment, hier, on a eu un prix Nobel qui faisait de l'économie comportementale et qui a beaucoup parlé de ces choses, sur effectivement tous les mécanismes économiques. Que ce soit la technologie, les OMG, beaucoup d'autres choses, que ce soit le mécanisme économique. Prenons un autre exemple. Supposons que l'État fasse bien les choses. C'est-à-dire que l'État, par exemple, taxe le carbone à un niveau raisonnable. Est-ce que dans ce cas-là, les consommateurs voudraient aussi effectivement investir plus dans les énergies décarbonées? Ce n'est pas une question complètement évidente, puisqu'il y a déjà une incitation à faire la bonne chose. Donc c'est un nombre de sujets, et j'en donne un certain nombre d'autres exemples dans le livre. Peut-être certaines d'entre vous l'avez lu sur l'économie du bien commun, et j'essaie un petit peu d'expliquer effectivement pourquoi le mécanisme démocratique ne fonctionne pas toujours bien à cause d'un certain nombre de biais cognitifs. On est encore dans le comportemental. Mais ceci dit, ce sont des obstacles. On n'est qu'au début de l'investissement socialement responsable et j'espère vraiment que ça va marcher. Et je crois qu'on est bien parti pour. Mais il faut effectivement être conscient aussi des difficultés que ça pose. Et je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai déjà trop parlé. Je vous prie de m'en excuser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Tirole.